Ce livre m'a laissé sans voix. Vraiment, j'en suis encore toute secouée. On parle de Soi, d'Alessandro Baricco. Oui, et on va plonger dans une histoire d'obsession totale, de désir qui brûle, mais sans jamais un seul mot. C'est ça. C'est juste envoûtant. On suit un homme, un certain Hervé Jancourt. Mhm. On est en France, en 1861, mais on est immédiatement projeté à l'autre bout du monde, dans un lieu interdit. Et c'est là tout le paradoxe. C'est l'histoire d'une passion, mais dévorante, et qui se nourrit de presque rien. De silence. Un amour vécu entièrement dans le silence. C'est incroyable, non? Et pourtant, il va tout risquer pour ça. Sa vie, son mariage, sa fortune. Tout ça pour une femme dont il n'a jamais, jamais entendu la voix. Alors commençons par le début, si tu veux bien. Qui est cet homme, Hervé Jancourt? Oui, parce qu'il faut tout de suite évacuer l'image qu'on pourrait en avoir. Exactement. Ce n'est pas un aventurier romantique, hein. Pas du tout. C'est un homme de 32 ans qui, il achète et il vend des verres à soie. Voilà. Sa vie est réglée, elle est tranquille. Et il y a cette phrase, je trouve, qui le définit, mais parfaitement. C'était au reste un de ces hommes qui aiment assister à leur propre vie, Ah oui. considérant comme déplacée toute ambition de la vivre. C'est une description terrible, en fait. C'est terrible, non? Ce n'est pas un homme qui vit, c'est un spectateur. C'est exactement ça. Il regarde sa vie passer. Il est marié à une femme, Hélène, qu'il aime, mais d'un amour doux, paisible. Tout est prévisible, quoi. L'incarnation de la bourgeoisie de province du 19e. Absolument. On pourrait presque dire que c'est une coquille vide qui attend que quelque chose vienne la remplir. Et ce quelque chose va arriver, mais pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Ça ne vient pas d'un drame personnel, mais d'une crise économique. Oui. Le contexte est crucial. On est dans les années 1860 et il y a une épidémie, la pébrine, qui est en train de décimer tous les élevages de vers à soie en Europe. C'est une catastrophe industrielle, en fait. Total. Et pour son petit village de la Ville-Dieu, en Ardèche, c'est la mort assurée. Le chômage, la faillite. Du coup, pour sauver le village, il faut trouver des œufs de verre à soie qui soient sains. Et la seule option, la plus folle, la plus dangereuse, c'est d'aller les chercher là où personne n'ose aller, au Japon. Il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Aller au Japon en 1861. Ce n'est pas une destination de vacances. Ah non. C'est comme aller sur une autre planète. Le pays il est resté coupé du reste du monde pendant plus de 2 siècles. C'est une forteresse. Une terre interdite aux étrangers. Y entrer, c'est une mission quasi-suicide. Et c'est là qu'on touche à un des aspects géniaux du livre, je trouve. La description du voyage. Ah oui, le voyage. Hervé Jancourt va le faire 4 fois. Et à chaque fois, Baricco le décrit avec presque les mêmes mots. C'est hypnotique. Hypnotique? Comment ça? En répétant cette litanie, traverser l'Europe, la steppe russe, 40 jours en Sibérie, traverser la Chine, les contrebandiers, l'auteur nous met dans le même état de transe que le personnage. D'accord. Le monde réel s'efface, les péripéties du voyage, en fait, on s'en fiche. Le temps et l'espace se dissolvent. La seule chose qui compte, c'est la destination. C'est un rituel qui nous prépare à entrer dans un autre monde. Un autre état de conscience. Et quand il arrive enfin au Japon, après ce voyage quasi initiatique, il est conduit dans un village isolé. Il doit rencontrer un seigneur local, Arakeki. Et c'est là, C'est là que tout bascule. à côté de cet homme puissant, il voit une jeune femme, presque une enfant, allongée. Et un détail le foudroie. Un seul détail qui va devenir le centre de son univers. Ses yeux, Ses yeux n'avaient pas une coupe orientale. et c'est tout. C'est la seule chose qui se passe. Il n'y a pas un mot, pas un sourire, rien. Juste un regard. Mais ce regard, c'est une déflagration. Oui, à cet instant précis, la vie d'Hervé Jancourt, le spectateur, elle est terminée. Il vient de trouver une raison de désirer sa vie. Mais attends, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une histoire d'amour? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt une obsession complètement égoïste? Il ne sait rien de cette femme. C'est une excellente question. Pour ses fantasmes, un remède à sa vie ennuyeuse? C'est toute l'ambiguïté et la force du récit. On ne saura jamais vraiment qui elle est. Elle n'a pas de voix, pas de nom au début. Elle n'est définie que par ce détail qui la rend autre. Ses yeux. Oui. Elle est l'exotisme absolu, le mystère incarné. Et oui, bien sûr, Jancourt projette tout sur elle. Mais ce qui est fascinant, c'est comment Baricco montre que le désir le plus puissant, ce n'est pas celui qui se consomme, c'est celui qui est empêché. Mhm. Le silence entre eux n'est pas vide, il est électrique. Il est rempli de tout ce qui ne peut pas être dit ou fait. Et c'est ça qui le pousse à y retourner. Encore et encore. Les vers à soie, ce n'est plus qu'un prétexte. Absolument. Et cette relation impossible, elle se construit comment alors?
Dans le non-dit, à travers des gestes minuscules, presque invisibles. C'est une sorte de poésie silencieuse. Il ne s'agit pas de grandes déclarations. Un jour, il laisse un de ses gants au cuir, près d'un lac où il sait qu'elle va se baigner. Il ne la voit pas le prendre. Non, mais il sait. Une autre fois, c'est elle qui lui fait préparer un bain chaud, en secret. Il est seul dans la pièce, il ne la voit jamais, mais il sent sa présence partout. La tension doit être insoutenable. Elle repose entièrement sur l'imagination. C'est ça qui la rend si puissante. Cette communication par objet, le gant, le bain, c'est presque du fétichisme en fait. L'objet devient plus important que la personne. Exactement. Le désir ne peut pas s'exprimer par des mots, alors il s'incarne dans des objets. Et chaque objet est chargé d'une tension érotique folle. C'est une série de délégations. Le désir passe par des intermédiaires, jusqu'au jour où elle franchit une nouvelle étape. Laquelle? Alors qu'il part, elle lui glisse un billet dans la main, un morceau de papier couvert d'idéogrammes japonais. Un message qu'il ne peut pas lire. Ça pourrait être n'importe quoi. Une liste de courses, un poème. Une déclaration d'amour ou un adieu. Il n'en sait rien. Et il doit rapporter ce secret avec lui, le faire traverser le monde sans en connaître le sens. Ce bout de papier devient le cœur de son obsession, j'imagine. Complètement. De retour en France, il cherche désespérément quelqu'un pour le traduire. Et il trouve. Il finit par trouver une femme incroyable, Madame Blanche, une japonaise exilée qui tient une maison close à Lyon. C'est un personnage fascinant, plein de mystères. Et elle traduit. Il lui tend le billet. Il y a un silence qui semble durer une éternité. Et puis elle traduit. Et la phrase, c'est « C'est un coup de poignard. Dis-moi. Revenez, ou je mourrai. » Waouh! D'un coup, le jeu subtil et silencieux, ça devient un ultimatum de vie ou de mort. C'est ça. Il n'a plus le choix. Son obsession est validée. Ce n'était pas une illusion. Le désir est partagé et il est absolu. Il doit repartir. C'est donc son 3e voyage. Oui, et là, l'accueil est encore plus spectaculaire. En approchant du village d'Arakei, il voit des centaines d'oiseaux s'échapper d'une immense volière. Une explosion de couleurs dans le ciel. C'est elle. C'est elle. Elle a libéré les oiseaux pour lui. C'est leur communication. C'est grandiose. Et c'est toujours complètement silencieux. Mais ça reste impossible. Arakai est là, il surveille. Ils ne peuvent jamais être ensemble. Comment ça peut continuer? Elle trouve une solution qui est à la fois sublime et terrible. Une nuit, elle lui envoie une de ses servantes. Ah non. Si. C'est une nouvelle délégation, la plus intime qui soit. Elle lui offre un corps, mais ce n'est pas le sien. L'acte d'amour physique est vécu par procuration. C'est le plus près qu'ils seront jamais l'un de l'autre. Exactement. Une expérience d'une intensité folle, mais aussi d'une frustration infinie. Après ça, j'imagine qu'il est complètement consumé. La frontière entre le réel et le fantasme a dû voler en éclats. Il doit y retourner une 4e fois. Oui, mais ce n'est plus pour les vers à soie. C'est pour vérifier si ce monde qu'il a bâti dans son esprit, s'il existe vraiment. Et c'est là que la réalité le rattrape. Avec une brutalité inouïe. Le Japon qu'il trouve n'est plus son sanctuaire de rêve. C'est un pays en pleine guerre civile. Oh non. Le monde secret, ritualisé qu'il a connu, est en train de s'effondrer dans la violence. Le village de Harakei a été incendié. Ce n'est plus qu'un champ de ruines. Le réel détruit son fantasme. Son monde imaginaire est littéralement parti en fumée. C'est la fin. Pas tout à fait. Alors qu'il erre dans les décombres, un jeune garçon l'attend. Un dernier messager, envoyé par elle. Mais cette ultime rencontre tourne à la tragédie. Harakei est là. Il attend. Il a tout compris. Et la punition? Elle est, encore une fois, silencieuse et indirecte. Sous les yeux d'Hervé Joncourt, il fait pendre le jeune garçon qui a servi de messager. C'est d'une cruauté absolue. C'est un message. Tu as détruit mon monde, je détruis le tien. Et ce message est délivré sans un mot, par un acte de violence pure. Et donc, Hervé Joncourt doit fuir. Il fuit. Il ne la verra même pas une dernière fois. Ce 4e voyage, c'est un échec total. Il rentre en France en ayant tout perdu. Son amour et même sa mission commerciale. Les œufs qu'il a achetés meurent pendant le voyage. Il revient les mains vides, le cœur anéanti. C'est ça. C'est donc vraiment la fin. Il rentre en France, il se résigne. J'imagine qu'il sombre dans la mélancolie. La couleur a quitté sa vie. Il sait qu'il ne retournera jamais au Japon. Il construit un parc dans son village pour occuper les ouvriers, une façon de s'ancrer dans le réel, d'accepter. Et les mois, puis les années passent. Et puis, un jour. Un jour, une lettre arrive. Une longue, très longue lettre, avec des timbres japonais.
Elle est là, sur sa table, un fantôme venu de l'autre bout du monde. Il doit être terrifié à l'idée de l'ouvrir, de lire le point final de son histoire. Il la contemple pendant des jours, et finalement, il craque. Il retourne à Lyon, revoir Madame Blanche, la traductrice. Et ce qu'elle lui lit, Ce qu'elle lui lit, mot après mot, est l'une des plus belles et des plus troublantes déclarations d'amour de la littérature. C'est un texte d'une sensualité, d'un érotisme incroyable. c'est tout ce qui n'a jamais été dit. Exactement. Tous les regards, les gestes, les frustrations sont enfin mis en mots. La lettre décrit avec une précision folle l'amour physique qu'ils n'ont jamais eu. C'est l'accomplissement de leur histoire, mais par l'écriture. Par l'écriture seule. Et cette lettre, elle lui sauve la vie. Elle devient la relique de sa passion, le texte qu'il relit sans cesse pour le restant de ses jours. Elle lui permet de trouver la paix. Il a donc vécu le reste de sa vie, des décennies, avec le souvenir de cette lettre, les mots passionnés de son amante silencieuse venue de l'autre bout du monde. Un souvenir magnifique et tragique qui a donné un sens à toute son existence. Une fin douce amère, en quelque sorte. Oui, une fin douce amère. Jusqu'à ce que, des années plus tard, sa femme, Hélène, meurt. Et Et c'est là, après sa mort, en se recueillant, qu'il découvre un détail. Un tout petit indice, presque rien. un indice? Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Et ce détail infime fait voler en éclats toute la vérité sur laquelle il avait construit sa paix. Et la question qui reste, celle qui va vous hanter bien après avoir refermé le livre, c'est celle-là. Qui a vraiment écrit cette lettre d'amour? La réponse est tout simplement inimaginable. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.